production Girl Crush. Salut tout le monde! Salut Laura! Allô! Aujourd'hui, on reçoit Corinne, qui est une physiothérapeute spécialisée dans les douleurs sexuelles. C'est vraiment intéressant. On va pouvoir discuter de vos problématiques, entre autres, et je suis convaincue que vous allez tomber en amour avec elle. Elle est tellement cute. Oui. Et puis intéressante aussi, vraiment. Mais avant toute chose, on souhaite souligner notre commanditaire officiel que vous connaissez bien, la boutique Séduction. D'ailleurs, merci encore à votre équipe de nous supporter à ce jour. On est très reconnaissante. Vous le savez, la boutique Séduction, c'est la référence en bien-être sexuel. C'est un lieu de respect où vous pouvez magasiner en toute sécurité selon vos désirs et vos besoins. On retrouve 2 succursales, dont une à Laval, mais tout se fait également en ligne au www.séduction.ca. Le shipping est gratuit pour les commandes de plus de 100 $, super discret, et la livraison est disponible le jour même dans la région de Montréal. Je vous rappelle également que notre code promo, c'est FM25 pour 25% de rabais sur tous leurs produits et que vous pouvez toujours commenter le podcast d'aujourd'hui avec votre moment préféré pour gagner un lot de leurs produits. Sur ce, bon podcast tout le monde! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Bonjour Corinne, ça va bien? Allô? Oui, ça va bien les filles? Oui, on est vraiment contente que tu sois là. On t'a invité aujourd'hui pour démystifier les douleurs sexuelles. Je pense que c'est un sujet qui est très important pour toi, mais qui l'est aussi pour pas mal plus de gens qu'on pense. Là. Ça touche quand même pas mal de personnes. Donc, on est très intéressés d'en apprendre plus sur le sujet aujourd'hui. Oui, je suis super contente d'être là avec vous. Peux-tu, premièrement, te présenter? Qui es-tu? C'est quoi ta spécialité? Oui, donc moi, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne. Donc, je me spécialise dans tout ce qui est les dysfonctions du plancher pelvien. Fait que ça peut être autant les fuites urinaires que les descentes d'organes, que les fuites au niveau des selles, que les douleurs sexuelles. Et j'ai étudié à McGill, donc j'ai gradué en 2018. Et j'ai travaillé pendant un petit bout en présentiel dans une clinique privée. Puis maintenant, j'ai mon entreprise virtuelle de services en ligne en santé pelvienne avec 2 volets principaux, le volet plus maman, grossesse et le volet douleurs sexuelles qui est mon volet un peu plus chouchou. OK. Fait que tu peux faire de la physio en ligne. Comme tu sais, tu peux le faire à distance. Ça, c'est quand même intéressant. C'est vraiment intriguant. Ça, j'ai beaucoup de questions là-dessus, mais oui, ça fonctionne super bien à distance avec une procédure, si on veut, d'auto-évaluation. OK. Donc, au lieu de se faire évaluer par la physiothérapeute dans la clinique, parce qu'on s'entend qu'un suivi dans une clinique en présentiel, ça demande des techniques internes. Donc, comme un examen gynécologique avec un doigt dans le vagin et puis toute la patente. Okay. Ça intéresse pas toutes les femmes. Ça intéresse pas non plus la plupart des femmes qui ont des douleurs sexuelles, justement, parce qu'elles sont un peu comme... ils ont un blocage, puis ils veulent pas avoir mal. Fait que j'ai développé ça en ligne. OK. Ouais. Wow! Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment pratique. Vraiment Puis jamais j'aurais pensé que ça existait. Et là, je me demande, comment tu t'es intéressée à ça? Qu'est-ce qui fait que tu es autant passionnée par les douleurs sexuelles? À la base, c'est en raison de mon vécu. Fait que moi, j'ai eu des douleurs sexuelles dès mes premières relations sexuelles. Fait que vers l'âge de 15-16 ans. Puis dans ce moment-là de ma vie, ça n'existait pas vraiment, la physio périnéale et pelvienne. Fait que moi, j'étais à Sherbrooke, puis en Estrie, il y avait 1 ou 2 filles qui faisaient ça. Et j'ai peut-être pas l'air si âgée que ça, mais quand j'avais 15-16 ans, Facebook, ça n'existait même pas. OK. Fait que il y avait pas de plateforme, tu sais, là, il y a beaucoup de podcasts où on parle de sexualité, c'est super ouvert, puis j'ai l'impression que, tu sais, les jeunes femmes sont vraiment plus ouvertes à ça, mais dans ces années-là, moins. Fait que je me suis sentie vraiment comme plus isolée avec cette problématique-là. Je savais pas quoi faire avec ça. Donc, j'ai moi-même consulté en physiothérapie pelvienne, ce qui m'a amenée à vouloir me spécialiser dans ce domaine-là par la suite. Puis, je me demande comme... à quel point que c'est un réflexe d'aller en physiothérapie quand tu as des douleurs sexuelles. Tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être pas... tu fais peut-être pas tout le temps 2+2 pour te rendre là. C'est, qu'est-ce qui mène à ça? Si je te parle de mon vécu à moi, c'était une amie
une amie qui avait aussi des douleurs, puis on était bien découragés de notre situation, les deux, je m'en souviens, puis on s'en parlait. Puis j'avais vu 3 médecins là, à ce moment-là. Personne me référait en physio parce que c'était pas assez connu. Okay. Par contre, maintenant, c'est beaucoup plus connu. Donc, souvent, les femmes, les jeunes femmes vont arriver en me disant, ben c'est mon médecin qui m'a dit que comme j'avais mal aux relations, ben là, c'était la physio que ça me prenait. Mais si c'est pas de ça, j'avoue que c'est pas nécessairement un réflexe d'aller en physio. Ça fait tellement de sens, là. Tu as mal à l'épaule, tu vas voir un physio. Ouais. J'ai quand même l'impression que ça va de soi, mais c'est vrai que comme on n'en entend pas vraiment parler pour les douleurs sexuelles spécifiquement. Mais OK, vraiment intéressant. Puis là, on va répondre tantôt aux questions du public, là, puis on en a reçu vraiment beaucoup. Mais pourquoi tu penses... Tu sais, à quel point que c'est fréquent? Pourquoi tu penses que les gens ils en parlent pas tant? Tu sais, ça ressemble à quoi un peu le monde des douleurs sexuelles? Oui, excellente question. Souvent, on est surpris à quel point c'est fréquent parce que c'est vraiment tabou comme sujet, parce que c'est quand même 1 femme sur 5 qui a des douleurs aux relations sexuelles. Fait que là, si on pense à toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment, ça fait beaucoup de femmes quand même. Là. Fait que c'est pour ça que tu as eu autant de questions quand tu as posé les questions. Puis l'autre statistique qui est intéressante, c'est que 30% des femmes dans leur vie vont avoir un épisode de douleur aux relations. Donc, soit qu'ils ont eu des douleurs passées ou ils ont des douleurs, ils vont avoir un épisode dans le futur. Fait que ça aussi, c'est énorme là, comme statistique. Là, c'est 1 sur 3. Là. Mais les femmes qui sont plus souvent amenées à consulter, ça va plus être celles que ça s'est installé de façon plus chronique, puis que ça va vraiment comme avoir un impact sur leur fonction sexuelle plus at large, là, comme les empêcher d'avoir une pénétration ou les empêcher d'avoir des rapports intimes là, avec leur partenaire. Oui, parce que je trouve ça quand même intéressant. On en a parlé un peu juste nous deux avant de se lancer dans cet épisode-là. Puis jamais je me serais considérée comme étant quelqu'un qui a des douleurs sexuelles parce que ça mais, en y pensant, ça m'arrive une fois de temps en temps. Tu sais, que comme... Voyons, ça fait trop mal, on peut pas fourrer, là, tu sais, ça brûle ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, même toi, ça arrive pas souvent, mais comme, tu sais, une fois de temps en temps, genre, ça fait juste j'étais confuse, j'étais même pas capable de l'expliquer. J'étais comme, on dirait qu'une fois aux 6 mois, ça rentre pas. Ça veut pas, on dirait que c'est pas le bon chemin, on dirait que ça touche un organe qu'il faut pas. Je suis comme, non, on réessayera demain, puis c'est correct. Mais ben c'est intéressant que tu nommes ça. Il peut avoir une composante vraiment hormonale à la récurrence des douleurs. C'est-à-dire que les hormones vont changer un peu l'état de notre muqueuse vaginale, puis l'état de notre utérus aussi. Fait que, tu sais, juste avant d'être menstruée, ton utérus est double de volume. Donc, ça peut faire un peu changer de place, là, les affaires en dedans. Intéressant. Mais ça se peut. Tu sais, comme mettons, je sais pas, là, genre une fois de temps en temps, je suis pas capable de lubrifier, tu sais, ça l'irrite ou quoi que ce soit, mais ça se peut que ce soit par rapport à mon cycle hormonal. Dans le temps du SPM un peu plus. Puis c'est sûr que ça dépend, mais on prend-tu un contraceptif oral ou non? Puis de plein de facteurs, là, mais oui, ça va avoir un lien avec notre cycle beaucoup. Fait que ça peut expliquer des épisodes plus... ici et là, tu sais. Ouais. Mais on file quand même des statistiques. C'est ça que je trouve fou. Parce que, c'est 1 sur 3 peut avoir des épisodes comme... Quand on parle d'épisodes aussi, j'imagine que moi, 90% du temps, ça me fait pas mal, mais peut-être qu'après avoir des enfants, ben là, mon corps change complètement, puis il y a plein de choses. Fait à certaines phases dans notre vie, ça peut arriver. Là. Après bébé, ça, c'est une période qui est plus... le périnée ou le plancher pelvien, qui sont comme des termes interchangeables, et plus il a subi un trauma. Parfois, ça déchire. En fait, souvent, ça va déchirer. Et aussi la période de la périménopause. Fait que les hormones vont être plus... Ben oui. OK, fait qu'il y a quand même une bonne composante hormonale là-dedans. Oui, c'est à prendre en compte. Ouais. Je trouve ça intéressant. Puis pourquoi tu penses que... On se connaît pas. Pourquoi tu penses que les femmes n'y en parlent pas? Tu sais, il y a quand même un tabou autour de ça. Comme... T'en penses quoi de ça? Ben, il y a probablement plusieurs facteurs, mais ce que moi, je pense, puis ma perspective là-dessus, c'est qu'on a un modèle sexuel qui est véhiculé culturellement, qui est basé sur ce qui est un peu plus typique chez l'homme. Puis là, je ne veux pas dire que c'est 100% des hommes que c'est ça. On parle de qu'est-ce qui est typique selon les statistiques. Là. Puis j'ai des chiffres intéressants pour vous quand même. On est dans les stats.
Tu sais, on voit depuis qu'on est des petites filles, qu'est-ce qu'on voit à la télévision, qu'est-ce qu'on voit dans la pornographie, puis qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous comme modèle de c'est quoi une relation sexuelle normale. C'est que c'est un désir qui monte soit spontanément ou très rapidement, avec pas beaucoup de préliminaires, avec beaucoup de pénétration et toujours un orgasme à la pénétration avec aucun autre type de stimulation que la pénétration. Fait que ça, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le désir spontané chez les hommes, c'est 75 %, mais ça va être 15 % chez les femmes qui vont avoir besoin de plus de temps un peu pour que l'excitation sexuelle monte, puis que leur désir atteigne le pic. Puis ça va être même moins de 1/3 des femmes qui vont avoir un orgasme avec la pénétration seulement. Fait que c'est pas beaucoup, là. Non. Mais on a comme ce modèle-là en tête, ce qui fait que je pense qu'il y a vraiment un sentiment de se sentir anormal quand on a des douleurs, puis quand nos préférences sexuelles ou notre réponse sexuelle, elle ne fit pas dans ce moule-là. Ça fait qu'on ne se sent pas à la hauteur. C'est vraiment une culture de la performance, là, parce qu'on performe par rapport à un idéal X. L'idéal X, c'est ce que je viens d'expliquer, là, en général, là, genre pénétration, orgasme avec la pénétration. Ouais, fait que là, c'est plus tabou, là. Tu parles de comme préliminaires puis tout, mais même quand on dirait qu'on se force à faire des préliminaires, c'est probablement même pas assez pour comme avoir la bonne réaction de notre corps. Là. Tu sais, c'est comme, tu manges pendant 5 minutes, comme probablement que je vais quand même pas me rendre. Là. J'ai l'impression que c'est... Quand on prend vraiment le temps de le faire, puis que c'est long, puis que c'est là où est-ce que... C'est le best, là. Oui, c'est ça, le best, là. Puis tu sais, même toi, tu me le dis, quand on se force à faire des préliminaires, tu viens de le dire de même. Quand on prend le temps, là, tu sais, on est pressé. C'est comme si le préliminaire, ben, il fait pas vraiment partie de la relation. C'est comme si c'était séparé, en fait, dans ce que nous, on pense ou dans ce qu'on nous a véhiculé, enseigné, alors que, tu sais, la sexualité, ça devrait pas être que basé sur la pénétration, puis tout ce qui se passe de A à Z, c'est ça, la relation sexuelle, le préliminaire, la pénétration, le cuddling after, tout. Oui. Si on pensait plus comme ça, on serait plus willing d'en parler, ou il y aurait moins de sentiments négatifs puis de détresse là, liée aux douleurs sexuelles. L'autre aspect que j'ai envie de nommer aussi, c'est le fait qu'il y a énormément de femmes qui sont victimes d'abus sexuels quand même. C'est 1 sur 3 au Canada. Ça aussi, c'est énorme. Ça vient quand même... C'est pas une relation 1 pour 1, j'ai un abus, je vais avoir des douleurs, ou j'ai mal, donc j'ai eu un abus. Mais c'est un facteur qui va contribuer quand même. Puis tout le tabou là, autour de ça, puis la culpabilité que ces femmes-là vont vivre, ou qui... c'est ça, la honte aussi autour d'être comme victime d'un abus sexuel, là. C'est full touchant. J'espère vraiment qu'on va pouvoir aider les gens, là, parce que j'en jasais un peu avec Laura avant, mais j'ai été surprise, voire même vraiment émue, là, comme j'en ai eu les larmes aux yeux, de lire tous les témoignages, comme le monde qui nous écoute en ce moment, là, qui ont participé, là, honnêtement. Puis je pense que c'était des voir toutes au même endroit, là, mais de voir autant de femmes décrire leur relation sexuelle comme étant quelque chose de douloureux, comme étant quelque chose qui est insupportable, intense. Il y a eu des descriptions, puis on reviendra, mais des descriptions de douleurs là, vraiment extrêmes, là, comme des couteaux, etc. J'en reviens pas qu'il y a autant de personnes qui vivent leur sexualité de cette façon-là, puis qui ne peuvent pas comme, en profiter au maximum. Là, puis librement. Fait que, bref, j'espère vraiment qu'on va vous aider aujourd'hui. Là, fait que moi, je suggère qu'on se lance tout de suite dans les questions du public, parce qu'il y en avait trop. Faut qu'on passe plus de temps là-dessus. Ça va être vraiment intéressant. Il y avait plusieurs termes que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Fait que je les ai comme... Je suis là pour t'expliquer ça. Je les ai tous rassemblés ensemble. Fait que probablement que tu peux nous expliquer quelques termes pour commencer. J'avais vestibulite. Oui, vestibulite, c'est un terme qu'on n'utilise plus vraiment, qui va être le synonyme de la vestibulodynie. Ah oui, mais il y avait ça aussi. Oui, ça revenait. La vestibulodynie, c'est une douleur au niveau de l'entrée vaginale. Fait que ce que tu me décris comme coup de couteau, là, ça va fitter dans la description de la vestibulodynie. Fait que souvent, les femmes vont dire que ça brûle comme du feu, ça peut être jusqu'à 10 sur 10, là, vraiment insoutenable comme douleur, des aiguilles... un sentiment d'avoir comme une blessure au vif, comme si vraiment il y avait quelque chose de coupant là. Mais quand on regarde, il n'y a rien d'anormal. Fait que là, il y a vraiment un sentiment d'être comme, qu'est-ce qui se passe là? Parce que j'ai regardé mon vagin puis il est correct, ou j'étais allée consulter un médecin puis il m'a dit que tout était beau.
Ouais. Fait que ça va cadrer plus dans la vestibulodynie. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une allodynie de mon vestibule. OK. Le vestibule, c'est, si tu veux, le cadre de porte entre l'entrée du vagin puis l'extérieur, où ce qui commence à avoir comme un tissu qui est plus comme une muqueuse, moins comme une peau. Fait que quand on écarte les petites lèvres, l'intérieur des petites lèvres, ça, c'est notre vestibule. Puis une allodynie, ça veut dire une hypersensibilité d'une région. OK. C'est-à-dire que je vais aller toucher, comme si j'avais une allodynie sur ma main ici. Je pourrais toucher avec mon index, puis je pourrais dire ça brûle à 10 sur 10. Fait que c'est mon système nerveux vraiment qui devient hypersensible à la douleur, mais pas seulement à la douleur, à tout type d'information qu'il reçoit. OK. Fait que est-ce que quelqu'un qui a ça va avoir autant de douleur dans une pénétration que quand tu mets un tampon, que quand tu mets une Divacup ou que dès que tu touches, ça dès va que tout tu à faire touches, ça? Okay. tu vas sentir. À l'intérieur, va avoir moins de douleur parfois, mais ça peut venir avec un autre terme qu'on entend souvent qui est le vaginisme. Que peut-être... Oui, c'est dans la liste. Ouais. Il y avait vaginisme, puis il y avait aussi comme différencié vaginisme et vaginose. En tout cas, on y revient, la vaginose. Il y avait ça, là. Je lance ça. Le vaginisme, ça, c'est plus comme un spasme musculaire que le vagin va se refermer. Fait que c'est vraiment mon muscle qui va aller faire une contraction qui peut être complète ou partielle. Fait qu'il peut avoir un vaginisme qui est complet, il n'y a rien qui rentre. Pas une Divacup, pas un tampon, nothing. Pas nécessairement parce que ça fait mal. Moi, ça m'est... je pense, jamais arrivé, mais supposément que ça se peut d'avoir un vaginisme complet sans douleur. Genre, je sens que ça bloque, puis il y a comme rien pantoute qui rentre là, mais j'ai pas nécessairement mal. Mais habituellement, ce que moi, je vois, c'est que ça va venir avec un certain niveau de douleur. Ou ça peut être partiel, genre, je peux rentrer un tampon, mais une Divacup, oublie ça. Ou un tampon, mais la pénétration, on cancelle ça. Puis je peux avoir la vestibulodynie et le vaginisme ensemble. Genre, ça brûle à mon entrée vaginale. Puis ensuite, quand j'essaie d'insérer quelque chose là, je sens que ça tire, que ça bloque, comme si je manquais de place. C'est plus ça que les femmes vont décrire quand ils ont du vaginisme. OK. Puis comment on règle ça? Y a-t-il une façon? Oui, on y va. Faut dire que les questions venaient aussi avec genre, as-tu des conseils pour ça? Oui, ben d'abord, il faut utiliser un bon lubrifiant. Fait que ça a l'air basic, là, mais c'est la quantité de femmes que je leur dis ça, puis ils sont comme « Ah oui, j'ai jamais utilisé de lubrifiant. » On est des fans de nous lubrifiant, autres, toujours. Mais, je suis certaine. Mais j'ai découvert ça sur le tard. Honnêtement, comme je m'en veux d'avoir passé comme 50% de ma sexualité depuis que j'en ai pas de lubrifiant. Je comprends pas. Je peux même pas, je peux pas avoir de sexe aujourd'hui sans... normalisons le lubrifiant. Oui, on a une lubrification naturelle, là, 100%. Mais pourquoi s'en passer? Mais puis pour plus de confort. La lubrification naturelle, on en parlait, là, mais comme les préliminaires, puis tout ça peut être long. Moi, je suis pas lubrifiée. Je donne pas un bon score à mon corps pour lubrifier quand j'en ai besoin, là, honnêtement. Puis ça peut être normal aussi, là. Fait que c'est pas parce que je suis excitée puis que je vais être lubrifiée nécessairement. Ça aussi, c'est un mythe. Tu sais, qu'on a comme cet idéal-là qu'il y a comme, faut être donc ben wet, puis là, quasiment, on est self-conscious comme femme, là, mais ça va souvent arriver, là, que les femmes vont dire « j'étais excitée sexuellement dans les études, par exemple », mais la lubrification au niveau du corps n'était pas là pour X raisons, les hormones, plein de choses. Donc, le lubrifiant, c'est vraiment comme un des premiers trucs, mais de valider qu'il n'y a pas d'ingrédients irritants. Que je peux nommer vite, là, parabènes, propylène, glycol, glycérine, alcool. C'est dans beaucoup de produits, le fait que valider que le produit qu'on utilise ne contient pas ça, parce que ça peut exacerber le sentiment que ça brûle. C'est pas ça qu'on veut. Oui, c'est ça. Ouais. Le petit lubrifiant à fraise, c'est peut-être pas l'idéal quand t'as ça. Là. Ça dépend comment il va notre vagin. Là. C'est sûr, ça doit chauffer encore plus. C'est ça. OK. Mais c'est pour ça qu'il faut acheter différentes sortes. Oui, à la boutique séduction. Pour différents usages. Faut tester, absolument. OK. Ensuite, il y a les exercices avec dilatateur qui vont aider le vaginisme. Souvent, c'est ça qu'on va... Si on regarde sur le web ou même en physio, ça va souvent passer avec des exercices avec un kit, là. OK. Ah, ouais. Et est-ce que c'est le genre d'exercice que tu dois faire toute ta vie ou un moment donné, ça débloque puis on est good? Ça dépend. Il y en a que ça débloque puis on est good. Il y en a... Je te dirais qu'en général, c'est un problème qui s'est chronicisé dans le temps. Là. Ça veut dire que ça a passé plus que 3 mois. Fait que quand la douleur persiste au-delà de 3 mois, on est dans une condition qui est chronique.
Notre système nerveux, il y a comme une mémoire pour la douleur. Là. C'est comme une autoroute qui se fait au lieu d'être un genre de sentier battu. Pour vous deux, qui probablement c'est un épisode qui arrive vraiment pas souvent. Fait que ça va pas comme aller créer un chemin, vraiment un fast-pass de signaux de douleur. Puis celles qui ont des tendances à avoir le muscle plus tendu, ça peut être une tendance qui va persister dans le temps. Fait que ma réponse, c'est comme, des fois, ça va être fini pendant une période, puis des fois, ça peut revenir, dépendamment de plein de choses, là, notre niveau de stress, le partenaire qu'on a, comment on nomme nos besoins, et non. Il y a plein de choses qui vont aller influencer ça. Donc, tu sais, je peux parler pour moi. Je fais comme des exercices d'entretien, si on veut, à une fréquence X, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, parce que je veux garder du confort, parce que moi, j'ai tendance à avoir un muscle qui est plus tendu que la moyenne. Je sais pas si je vais bien le prononcer, mais on a reçu dyspareunie. Oui, excellent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est un terme qui va signifier une douleur aux relations sexuelles qui va augmenter avec la pénétration. Fait que j'étais bien au début, mais plus ça avançait dans le temps, plus je sentais que ça tiraillait, on dirait qu'il y avait comme de la friction à l'intérieur. Ça, c'est plutôt dû à nos tissus qui glissent pas bien entre eux. Fait qu'on va vouloir aller faire des techniques de relâchement en interne pour aider ça. Pendant la relation sexuelle ou à l'extérieur? En exercice. En exercice. Ça peut être avant, parce que souvent, je vais proposer ça à mes clientes, genre, tu pourrais utiliser tes dilatateurs ou ton outil d'automassage qui est comme une baguette courbée qui va ressembler beaucoup aux baguettes qu'on va utiliser pour stimuler le point G. Je sais pas si vous avez une idée de comment c'est fait, là, mais on va tourner vers le bas. Fait qu'au lieu de l'orienter comme vers le haut, vers la symphyse pubienne, on va aller peser vers le bas pour aller relâcher le plancher pelvien. Ça va aider beaucoup pour la dyspareunie et le vaginisme aussi. Ouais, ça peut être un exercice que tu donnes à ton chum, genre. Tu dis, viens me faire des petites techniques de relaxation pour commencer. Genre, ça fait des préliminaires en même temps, quasiment. Puis, là, il y avait vaginisme versus vaginose. Je sais pas si tu voulais l'expliquer vite. Vaginose, c'est une infection. OK. Fait que le vaginisme, c'est l'espace du muscle. La vaginose, c'est une infection bactérienne qui peut être un événement initial qui va causer de la douleur par la suite, mais c'est pas nécessairement douloureux en soi. Okay. Mais si ça va causer de l'inflammation parce que là, mes sécrétions vont comme sentir mauvais, puis ça va être ça le signe principal que j'ai une vaginose. Genre, ça sent le poisson mort. Not normal. Okay. Vaginose. Il y a l'infection à levure aussi. Ça, c'est un champignon. OK. Fait que c'est un autre type d'infection. À candida, là, tu sais, quand on prend le canestin, ça, c'est pour une infection à levure, pas une vaginose. Mais les deux vont causer de l'inflammation. Puis si on a une relation pendant, mais là, ça peut causer une douleur initiale, puis ça s'installe vite, une douleur aux relations sexuelles. Fait que souvent, il peut y avoir un petit irritant initial, puis on se demande, mais pourquoi, comme ça a commencé? Ça peut être en raison de ça. Est-ce que ça peut être comme... Parce que là, il y a des gens qui disaient comme ça vient après mes rapports, que comme j'ai des rapports et donc ça déclenche des infections et donc... Fait que c'est comme un peu un cercle vicieux. Genre, j'ai une vaginose après un rapport sexuel? Oui, ou que comme... ou infection à la levure, ou... Ben, il y a quelque chose qui se peut, c'est-à-dire que celles qui ont des vaginoses, pas des vaginoses, mais des infections à levure récurrentes, là, parce qu'il y en a qui ont ça comme à tout bout de champ, une fois par mois, ils ont une vaginite. C'est parce que ça peut être sur le pénis du partenaire. Mais eux, ils seront asymptomatiques. Okay. Fait que là, tu as une relation, quand toi, tu es symptomatique, tu donnes ton candidat à ton partenaire, qui est le champignon. Puis là, tu as une autre relation, puis là, vous passez ça de même. Ça, c'est une affaire qui se peut. De pourquoi j'aurais toujours une vaginose une vaginite, excusez-moi, après mes relations. Vaginose, pas vraiment de raison qu'on ait ça après une relation, à ma connaissance. C'est ça. OK. Intéressant. Infection urinaire après une relation, ça se peut. Genre, je vais pas uriner. Oui, il faut que tu fasses pipi après. Oui, il faut aller uriner après notre relation parce que là, les chocs, si on veut, de la pénétration vont faire comme remonter les bactéries dans mon urètre jusqu'au col de ma vessie. Puis là, ils peuvent s'installer là, puis là, aller proliférer puis causer l'infection urinaire. Fait qu'on va aller uriner après une relation. C'est terrible. C'est les chocs. C'est comme le mouvement là, qui va faire que les bactéries, au lieu d'être comme plus vers la sortie, vont avoir tendance à monter. Oh my God, le mouvement du pénis sur l'urètre. Tu pensais quoi? Moi, je pensais que c'était comme du sperme ou genre du loup qui va dans mon urètre de l'extérieur. Genre, puis que ça, fait que tu fais pipi pour l'expulser. Tout a pensé que c'était ça. Non, pas vraiment. Il y a un sphincter, ton urètre, c'est comme un bouchon d'étanchéité au bout. Là.
Oh my God. OK, ça, c'est... Je pensais que je maîtrisais ça. Pas tout. Ça me frise d'apprendre des affaires de même à 26 ans. Je suis comme, mais personne n'en parle. Fait que, c'est comme... C'est normal qu'on sache pas, là. OK. Bon, ça va. Mais c'est vraiment pertinent que tu sois là aujourd'hui. Oui, 100%. Utérus rétroversé. C'est quoi? C'est quand mon utérus, au lieu d'être couché sur ma vessie, OK, j'ai ma vessie, puis mon utérus, d'habitude, c'est comme en forme de poire, il est couché sur ma vessie, puis le col, il va arriver comme vers le bas, plus admettons que je rentre un doigt dans mon vagin, je pourrais aller palper mon col, je vais le sentir vraiment comme vers le bas, mettons que je suis assis. Rétroversé, il est comme soigné de l'autre bord, c'est comme s'il va vers le derrière de mon dos, puis le col va arriver en haut. Fait que je pourrais le chercher vers le bas, puis je suis comme, voyons, il est où le col? Ah, non, il est en haut. Elle a un utérus rétroversé. Fait qu'est-ce que ça fait, ça, au niveau? Ça fait-tu mal? C'est ou... pas nécessairement. Okay. C'est pas la raison que moi, j'ai entendue qui était la plus fréquente, mais c'est sûr que le col va être plus facile à aller comme bumper. Le gland, en fait, va aller bumper plus facilement le col. Donc, ça peut causer des douleurs parce que le col, c'est sensible, puis c'est pas confortable d'avoir un coup sur mon col. Ouais, comme ça, j'ai l'impression que je l'ai lu souvent, puis je l'ai aussi vécu. Tu sais, maintenant, t'es en doggy, là, puis là, t'as l'impression que ça te donne des coups sur le col de ton utérus. Genre. Ben, le même feeling. C'est vraiment sensible dans le fond, là. Tu sais, c'est comme ça se rend-tu vraiment là, genre? Oui. Oui, OK. Ouais. Surtout les positions de pénétration profonde, comme le doggy. C'est ça. Fait que le col, on veut pas que ça aille bumper direct sur le col. Fait qu'on peut changer l'angle parce que le col, qui est comme le bout de ma poire, autour de ma poire, j'ai comme 2 espaces vides, qui sont les cul-de-sac qu'on appelle. C'est là que le pénis, il faut qu'il aille. Pas direct sur mon col. Faut qu'il se tasse un peu. Ouais, c'est ça. Faut qu'il se tasse puis qu'il se mette dans un des cul-de-sac. Mais des fois, j'ai un col qui va être, à cause de mes tensions pelviennes, tiré d'un bord. Genre, mon muscle va aller faire une tension, puis il va aller orienter mon col plus d'un bord que de l'autre. Des fois, mon col, il est pas assez mobile. Fait que le col aussi, il est capable de se tasser. Mais une fille que son col est comme super stiff, avec des tensions pelviennes, ben là, le pénis, il va essayer d'aller se mettre, mais c'est comme, ça bouge pas assez en dedans, là. Fait qu'il manque un peu de flexibilité. Là, je vais poser une question niaiseuse. Il n'y a pas de question niaiseuse ici. Attends de voir. Mais... Mettons, les hommes, on sait qu'ils peuvent avoir toutes sortes de courbes. Puis là, tu me parles d'utérus rétroversé. Est-ce que ça se peut que 2 personnes soient juste incompatibles ensemble, que ça rentre pas? Ou il y a toujours façon d'y arriver avec des positions spéciales? Moi, je dirais, il y a toujours façon d'y arriver. Parce que si ça rentre vraiment pas... Ben, c'est sûr qu'il y a toujours une question de diamètre. Hein? Fait qu'il y en a qui ont des pénis pas mal plus larges que la moyenne, puis d'autres qui ont des vagins plus petits. Bon, on a peut-être moins de compatibilité de ce niveau-là, mais il y a toujours moyen de faire des exercices pour aller faire du relâchement. Tu sais, il y a un bébé qui peut passer par notre vagin, hein? C'est vrai. Fait que nos tissus sont faits pour, tu sais, être flexibles. Mais... l'affaire, c'est que souvent, on va pas aller faire des exercices pour augmenter notre flexibilité. Tu sais, si j'ai mal au dos, je vais comme aller faire des exercices pour me débarrer le dos, puis je vais aller faire mon yoga, mais je vais pas aller faire genre mon yoga vaginal. Mais on devrait... Ben oui. Ah, c'est vrai. C'est quoi que tu peux faire comme exercice, comme juste pour que ça rentre mieux, mettons? Surtout les exercices de relâchement interne avec les dilatateurs que j'ai mentionnés tantôt. Fait que ça vient en kit. Ça va aller relâcher plus les muscles superficiels, le pubo-vaginal qu'on appelle. C'est lui qu'on va sentir. Si j'insère un doigt, je vais sentir comme un genre de cordon à l'entrée, puis après, je vais avoir plus comme un espace vide. Ça peut être très tendu. Les dilatateurs, c'est super pour aller comme étirer ça. Puis la baguette courbée que j'ai nommée tantôt aussi pour aller relâcher, mais plus profondément, parce que mon plancher pelvien, c'est vraiment un gros muscle qui va de la symphyse pubienne en avant jusqu'au coccyx en arrière, puis qui s'attache sur mes 2 os des fesses. Puis qui supporte tout le poids de mon corps. Fait qu'il y a quand même une grosse job de support, ce muscle-là, ce qui peut contribuer à mes tensions pelviennes aussi s'il manque de force. Genre. OK. Intéressant. Puis est-ce qu'il y a d'autres conditions qui mériteraient d'être connues ou que tu vois souvent chez tes patients? Oui. Il y a le lichen.
scléreux, mais il y a différents types de lichen. Lichen. Comme la mousse verte. Mais c'est pas de la mousse verte. La mousse verte? La mousse verte. Tu sais, là, le lichen, là, à terre, là, dans la forêt. Oh! La mousse? Ça s'appelle du lichen. Je savais pas. Vous n'avez pas écouté vos cours de géo en secondaire 5? Non, définitivement. OK. Lichen, parfait. Lichen, ça, c'est des conditions inflammatoires auto-immunes. Puis c'est quand même plus fréquent que ce qu'on peut penser, puis c'est souvent mal diagnostiqué par les médecins, méconnu un peu. Il faut souvent aller jusqu'à voir un médecin spécialiste pour avoir le bon diagnostic. Okay. Ça demande des crèmes là, qui sont prescrites par les médecins. Fait que ça, c'est intéressant d'aller faire toujours un examen gynéco pour valider qu'il n'y a rien de médical en arrière de notre douleur, malgré que je viens de dire que des fois, il y a des diagnostics qui ne sont pas évidents à faire, mais ça, c'est quand même fréquent. Puis il y a l'atrophie vaginale qui est quand même fréquente aussi. Ça, c'est lié aux hormones. Beaucoup chez la femme qui allaite, parce qu'elle est en carence d'estrogène. Beaucoup chez la femme en périménopause aussi, parce que ses estrogènes sont en chute libre. Mais un autre aspect qui est vraiment intéressant de mentionner pour notre public, c'est les contraceptifs oraux. Ouais, sujet hyper controversé. Fait que je vais donner mon avis personnel là-dessus. C'est pas un avis médical, on s'entend. Mais quand on prend des hormones synthétiques, ça fait que nous, on sécrète plus nos hormones naturelles. Puis les hormones synthétiques sont pas bio-identiques, là. Fait qu'ils n'auront pas le même effet sur nos tissus que nos hormones naturelles. Puis notre corps de femme, il est rené à l'estrogène. Là. Il y a des récepteurs à estrogène sur tous nos organes, particulièrement sur la muqueuse vaginale. Donc, si j'ai pas les bonnes hormones pour aller sur mes récepteurs, ça va avoir vraiment une influence sur l'état de mon entrée vaginale puis de toute la muqueuse en dedans. Fait qu'on peut sentir que ça tiraille, on peut sentir que c'est comme sec, que mes petites lèvres sont limite atrophiées, là, genre rapetissent. Puis quand c'est vraiment une carence plus importante d'estrogène, ça peut même devenir super pâle, là, parce que ça manque de vascularisation. Et puis ça, c'est spécifiquement pour les contraceptifs oraux. Le stérilet, peux-tu faire ça? Ou, pas oraux. Tout ce qui est à base d'hormones. Toutes les hormones synthétiques. Oui, le stérilet peut faire ça si c'est avec les hormones, la patch, le dépôt, tout. Oui, ça fait que ça, c'est... Oui, il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a énormément de femmes qui prennent des hormones sans vraiment comprendre toute l'ampleur des impacts que ça peut avoir. Puis on pourrait faire une émission complète là-dessus. Là. Oui. C'est genre... je serais all in sur ça, 100%. OK, cool. Une autre question du public. Pourquoi, après chaque rapport sexuel, j'ai des fissures? Intéressante comme question. C'était-tu déjà fissuré? Non. Pire affaire. OK. Je reviens encore avec les hormones. Parce que si ma muqueuse est sèche et mince, ça va faire comme si mes lèvres sont sèches et minces. Qu'est-ce que ça fait quand je tire dessus? Ça fendille. Fait que ça peut fendiller. Surtout à 6 heures. Là. Tu sais, si je vois mon vagin comme une horloge, midi étant ma symphyse pubienne, puis 6 heures étant genre mon anus, ça va aller fendiller à 6 heures. Surtout. Ça peut être que le diamètre du pénis était super large, que je manquais de lubrification, puis là, l'effet de frottement a fait que ça a comme voulu fendiller là. Mais souvent, c'est comme un cercle vicieux. Ça fendille une fois, ça saigne. Une muqueuse, ça guérit pas comme la peau. Fait que là, ça guérit plus difficilement. Il y a un peu de bactéries dans cette zone-là, urine et tout. Fait que ça limite un peu le processus de guérison parfois. Là, il va y avoir du tissu cicatriciel qui va s'installer pour comme guérir la petite plaie. Le tissu cicatriciel, c'est toujours moins mobile que mon tissu d'origine. Fait que là, ça va être comme raide. Fait que là, si c'est encore un peu sec ou mince, ben ça va toujours aller refendiller à la même place. C'est ça. Souvent, c'est ça qui arrive. C'est ça que je vois. Ben, moi, c'est pas... Bien évidemment, je fais pas des fissures, mais c'est ça. S'il y a de quoi avec moi, c'est que c'est vraiment sensible à 6 heures. Puis c'est comme une irritation. Là. Comme je peux pas avoir plusieurs rapports sexuels comme de suite. Là. Oublie ça. C'est sûr que ça chauffe. Là. Fait que, c'est peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Je pense que t'es plus normal que ce que tu penses avec le fait que tu peux pas avoir plusieurs je suis comme, oublie ça, là. Malgré comme les stéréotypes qu'on a. Ben, faut aller masser la zone. Je veux que ma muqueuse, là, puis le tissu dans cette région-là, ça soit vraiment souple. Fait que, on peut aller comme saisir la peau à 6 heures. Admettons que ça, c'est mon entrée vaginale.
puis aller faire comme des petits cercles ou aller faire des petites demi-lunes. Bien évidemment, il faut utiliser le lubrifiant. On peut aller mettre un hydratant aussi, genre de l'huile de coco à l'entrée vaginale, c'est naturel. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Fait que tu l'entretiens, tu le fais souvent, genre tu sais, à quelle fréquence que tu fais ça? Pour celles qui fissurent, on voudrait le faire jusqu'à temps que ça arrête de fissurer pendant une période X. Fait que tu sais, souvent, c'est comme un traitement en intensif, là, si on veut. Mais c'est le même traitement pour la vestibulodynie. Parce que si tu me dis, c'est sensible à 6 heures, mais j'ai pas nécessairement fissuré, ça, c'est plus genre vestibulodynie, là. C'est comme si il y a eu juste un toucher qui était léger ou modéré, à la limite, comme le va-et-vient, mais je sens une sensibilité. OK. Des petits massages avec de l'huile de coco. Ouais. J'aime ça. On a eu beaucoup de questions concernant des douleurs au ventre. Là, je les ai regroupées parce qu'il y avait de tout. Là. Il y avait j'ai mal au ventre d'un côté spécifique, à droite, à gauche, dans certaines positions. Il y avait des filles qui m'envoyaient les positions du Kama Sutra avec j'ai mal au ventre quand... Mais tu sais, c'était vraiment mal de ventre. Là, mais c'est plus ça que je voulais dire tantôt. On dirait que ça va toucher de quoi qu'il faut dans pas dans mon ventre. Oui, c'est ça. Oui, il y a des filles qui ont dit mon estomac, là, c'est comme s'ils ont mal où est-ce que... Juste en haut. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait représenter, ça? Ben, pour moi, c'est peut-être plus au niveau de l'utérus, là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ouais, l'estomac, c'est pas mal plus haut. Dès qu'elle a commencé à montrer la vessie, puis tout, je connais pas mon anatomie. Le bas-ventre, on va plus être comme autour de la vessie. Puis c'est bon. Tout en donné, mais d'abord, c'était moi. Mais je donne ça sur vous autres. Ben, les positions de pénétration profonde, ça peut aller taponner là, mon col de l'utérus, puis ça peut faire une douleur irradiée à tout mon utérus et mes ovaires. Fait que souvent, ça va être comme j'ai mal à l'ovaire droit, j'ai mal à l'ovaire gauche, qui va être le bas-ventre d'un bord ou de l'autre. Ah, les ovaires, c'est ça? C'est le bas-ventre, dans le fond? Ben, ils sont situés vraiment en ligne avec tes os pointus, là. Juste en intérieur, à peu près, ish. OK, ouais. Avec ça expliquerait, dans le fond. C'est ceux qui disent « j'ai mal juste au côté droit ». Ça se peut que ce soit l'ovaire. Oui, ça peut être comme c'est irradié dans cette zone-là. Puis mon muscle peut être tendu. Si j'ai une tension pelvienne à l'intérieur, ça peut aller faire une douleur qui va se rendre jusqu'à l'ovaire parce que j'ai des ligaments qui tiennent ça, j'ai des fascias qui relient toutes ces structures-là. Fait que c'est comme, il y a un point initial, mais qui s'en va amener une douleur au point B, du point A au point B. Souvent, ça va être vraiment avec les positions de pénétration profonde quand le pénis est comme mal placé. On peut essayer de se replacer pour voir, je vais-tu aller dans mon cul-de-sac, là, tu sais, comme on a parlé tantôt, puis être mieux. Ou utiliser des props, là, comme des oreillers, des coussins, changer l'angle, mettons que je suis comme on top, comme une barre, là, tu sais, assis à 90 degrés, je pourrais-tu mettre plus par en avant, plus par en arrière, ça m'aiderait-tu? Si ça aide pas, peut-être que la position est pas idéale pour ce moment-là. Ça veut pas dire que c'est comme quelque chose à abandonner pour toute la vie. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. On a comme peur de dire « Ah, ben là, j'ai mal en doggy aujourd'hui », mais c'est pas comme un non forever pour le partenaire. Fait comme de normaliser aussi que notre anatomie féminine va changer aussi dans le cycle. Puis, quelque chose que je trouve intéressant de nommer, c'est que ça existe un genre de stopper à pénis. Ça s'appelle un O-Knot, là, si on le google, là, c'est facile à trouver. C'est comme une espèce d'anneau enrobeux là, qu'on va mettre sur le pénis pour pas qu'il rentre trop loin. Ça va comme arrêter. Vraiment intéressant pour celles qui aimeraient pratiquer des positions de pénétration plus profondes, mais c'est récurrent les douleurs. Ouais, vraiment intéressant pour ça. Ben oui. Tu sais, je me dis, genre... Je suis quand même quelqu'un de malaisé dans la vie. Mettons qu'on commence ça comme ça. Je me dis, tu sais, t'es dans une relation sexuelle, et mettons que t'es dans une relation avec un one night, avec, tu sais, quelqu'un que tu veux pas nécessairement arrêter le moment, là, comme... C'est quand même malaisant de dire, juste une seconde, on va juste mettre un petit oreiller, puis... attends, t'es pas tout à fait dans mon cul-de-sac. Tu sais, puis genre, tu te repositionnes, puis tout comme... Ça doit être difficile de normaliser un peu ce genre de conversation-là dans la chambre. Là. Mais en même temps, c'est triste parce que toutes celles qui nous ont écrit, clairement, se forcent et ne le disent pas. Ça. C'est pas ça qu'on veut, mais... Ben, je pense que ça souligne l'importance aussi d'avoir une bonne communication entre les partenaires, ce qui est peut-être pas mis de l'avant à 100%, même pour les one night, tu sais. Puis quand on a des douleurs chroniques, des douleurs sexuelles...
c'est sûr que ça aide d'avoir un partenaire en qui on a confiance puis à qui on peut nommer nos problématiques, là. Sans dire que c'est un must, là. Mais c'est sûr qu'avec les One Night, 100%, il y a comme un malaise de... Puis même avec notre partenaire régulier, des fois, il y a un malaise de nommer notre besoin. Fait que, tu sais, avec comme un étranger, c'est sûr que ça rajoute une couche de difficulté, là. Ouais, 100%. Quels sont les meilleurs produits pour contrer la sécheresse vaginale? Ouais, bonne question. D'abord, je trouve ça intéressant de demander pourquoi le vagin est sec. Un vagin, c'est pas fait pour être sec à base, là. Donc, est-ce qu'au niveau des hormones, il y aurait quelque chose à équilibrer? Est-ce que c'est parce que je viens d'avoir un bébé puis là, mon vagin est sec parce que j'allaite? Donc, si on est jeune et en santé, il n'y a pas de raison que mon vagin soit sec. Okay. Fait que la personne qui a posé cette question-là pourrait faire une petite réflexion à ce niveau-là, mais il y a quand même des produits qui peuvent aider. Moi, je recommande toujours l'huile de coco parce que c'est naturel, puis ça a des propriétés antifongiques et antibactériennes en même temps. Fait que c'est comme un all-in-one. Je pense juste à lui, il savait ce qu'il faisait. Qui ça? C'est un influenceur qui a fait un sextape, mais il utilise de l'huile de coco. Genre, il l'a fait chauffer. Oui, genre, 100%. Il a fait genre... c'est pas le bon pour la peau. C'est Number one. C'est clairement supérieur à toutes les huiles qu'on peut acheter en magasin, là. Cold Press Bio. Numéro 1 pour ton vagin. Ça coûte comme 3 Excuse-moi. Si on veut un produit plus spécifique à certaines conditions, comme l'atrophie vaginale, il y a des produits en pharmacie qui se vendent. Il y en a un qui s'appelle le Ginatrophe, que j'aime quand même recommander, qui se trouve super facilement, ou le Replens, qui est un hydratant vaginal interne avec un applicateur, puis qu'on peut appliquer aussi en externe. Mais habituellement, mon approche à moi, c'est genre, essaye l'huile de coco, même en interne, puis si tu n'as pas les résultats qu'on souhaite, on ira voir vers un autre genre de produit parce que c'est quand même plus coûteux, puis il y a quand même plus de produits chimiques, là, veux pas, dans ces produits-là, même si c'est fait pour ça. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser l'huile de coco comme lubrifiant? Oui. Ouais, vraiment bonne alternative. J'aime tellement ça. Ouais. C'est juste, ça tâche un peu, tu sais, c'est huilant, là. Fait que, tu sais, tes draps luxueux, peut-être moins compatibles avec l'huile. Moi, j'ai déjà des draps noirs. Oui, je suis pas dans le luxe, non, c'est ça. OK, c'est intéressant. Quelqu'un demande pourquoi j'ai des douleurs quand je me fais doigter, mais pas pendant la pénétration. Ouais, intéressant. Tu sais, un doigt, ça va plus aller peser ses tensions en dedans. Fait que là, dépendamment de où il va se promener, s'il fait un crochet, s'il se twist, puis là, il va essayer d'aller stimuler le point G, ça peut comme aller toucher tout plein de structures qui peuvent être sensibles ou direct sur mes tensions musculaires, ça va comme faire, tu sais, ouch. Versus le pénis qui va comme faire un étirement plus global, mais avec le mouvement de va-et-vient, ça n'aura pas l'effet d'un doigt qui va comme peser sur le bobo, en guillemets. Hey, là, je viens d'avoir un flashback. C'est un gars qui s'était pas coupé les ongles depuis quand un bout. Puis là, c'est comme ça graffinait, mais un pénis, ça fait pas mal versus des doigts quand des... Oh mon Dieu! Moi, je suis une ancienne lesbienne, je suis rodée là-dessus. C'est les ongles courts. Ouais, d'accord. Moi, je suis physio aussi, les ongles courts, l'examen interne. Moyen, là, les manucures. C'est un game. Ouais, c'est ça. Dans le fond, peut-être que son chum, il a genre les ongles fucking longs, puis genre, pourquoi ça fait mal qu'il me doit? Mais ça se peut c'est la base. Elle pourrait le coacher d'y aller juste avec un mouvement, tu sais, bien basique, de comme on fait pas de courbe avec le doigt, on rentre, on sort. Ouais. On va pas trop essayer de taponner partout en dedans. Fait qu'essayer de comme mimer le mouvement de la pénétration, mais avec le doigt. Oui, mais je me dis, tu sais, on se fait vendre là, que le point G, c'est vraiment... Ben, on se le fait vendre. Moi, je suis d'accord. Là, ça fait vraiment du bien. J'aime particulièrement ça, me faire doigter. Là. C'est peut-être TMI, en tout cas. Mais, tu sais, dans le sens, si, mettons, la fille, elle aimerait ça, se faire doigter, puis expérimenter comme la stimulation au clitoris interne, genre le fait que ça fasse mal, là, y a-t-il une façon de le désensibiliser ou t'es juste comme, regarde, suis ton corps, puis... suis ton corps, mais ce qu'elle veut dire, ça veut pas nécessairement dire que parce qu'elle a mal quand elle se fait doigter, que c'était au point G. Absolument, oui. Il n'y avait pas assez de contexte. À essayer, peut-être, voir comment on se sent. Aussi, c'est sûr que c'est la zone, le point G, qui est le plus de terminaison nerveuse. Fait que si on s'en va là direct, ça peut être comme choquant, là. Dépendamment de c'est quoi notre genre de réponse sexuelle. Puis intéressant à dire là-dessus, c'est que la plupart des femmes vont mieux répondre à une stimulation indirecte au début.
Fait que, tu sais, mon clitoris, là, c'est un gros organe. C'est pas juste comme le bout qui dépasse, puis le point G en dedans, là, il y a comme toutes les pattes en dedans, là, qui fait vraiment comme en fait, les stimulations que j'ai à l'intérieur, ça vient de mon clitoris aussi. Mais il y en a qui vont aimer plus se faire toucher avec la paume au complet au début. Pas comme un bouton pressoir. Là. Ça peut être un turn-off, même ça peut faire mal. Fait qu'il y en a qui vont dire, ben moi, j'aime pas me faire toucher le clitoris ou j'ai mal, mais comment on touche? Question à poser. Fait que même chose pour le fameux point G. Là. Peut-être ça a besoin d'être mieux préparé avant d'aller stimuler cette zone-là. Là. C'est une bonne réponse. J'aime ça. C'est vrai. Pourquoi je saigne après mes rapports? Est-ce que ce sont mes règles qui se déclenchent? Je penserais pas. Fait que sous toute réserve, là, à moins qu'elle soit vraiment proche d'avoir ses règles, mais si elle n'est pas du tout là dans son cycle, fait qu'il faut comme savoir un peu où on est dans notre cycle pour répondre à cette question-là. Mais ça peut être le col de l'utérus qui peut être un peu à type friable, puis dépendamment de son partenaire, la position qu'elle avait, si c'est allé proche du col, ça peut déclencher un genre de saignement, mais qui ne sera pas de menstruation. Ça peut être assez abondant. Ça peut être aussi une fissure, là, comme on a parlé, mais ça, d'habitude, ça va être moins abondant comme saignement, là, ça va être comme quelques gouttes. Là. OK. Ah, mais avec le col, ça peut être... ça peut ressembler à des règles, dans le fond. Ben, c'est parce qu'aussi, mettons qu'on va uriner puis qu'il y avait un peu de sang, pas beaucoup de sang va avoir l'air de beaucoup de sang dans... tu sais, ça n'en prend pas beaucoup pour qu'on soit comme « il y avait beaucoup de sang », tu sais. Fait que des fois, c'est pas tant que ça, mais ça avait l'air d'être comme super abondant. Fait que je serais surprise que ça soit les règles, mais oui, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé là, à la pénétration avec une position plus profonde, ça se met à saigner puis ça avait comme pas rapport avec mon cycle. Mais oui, c'est ça. C'est comme le genre de position versus l'angle du pénis du partenaire. Des fois, il y en a que ça va leur faire ça avec un partenaire, puis après ça le fera plus jamais. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand tu as dit tantôt, il y en a-tu qui sont juste pas compatibles, là, ben comme vagin et pénis, ça, on dirait que ça venait comme irriter le col, ou ça venait comme le rendre... Il était friable, puis ça venait déclencher un saignement. Il y avait beaucoup de questions par rapport à l'accouchement, après l'accouchement. Par exemple, il y a une fille qui dit que depuis son accouchement, elle a l'impression que son vagin est élargi, que c'est pas du tout les mêmes sensations. Ça se peut-tu que ton vagin, t'es plus lousse après avoir Mais on accouché? va pas dire ça comme ça. Parfait. On me reprend, aucun problème. On va plus parler de... Ben, c'est parce que c'est un mythe, en fait, là. Moi, c'est ça. Fait que ça se peut. Tu l'entends. Mais c'est plus le tonus du muscle qui va changer. Le tonus du muscle, c'est son état au repos. Fait qu'au repos, un muscle, c'est supposé d'être relâché. Comme, tu sais, si là, je vais palper mon bicep là, il est mou, il est relâché, c'est bon. Il peut être tendu au repos, hypertonique. Ça va plus être la problématique de vaginisme. Mais il peut être hypotonique aussi. Il manque de tonus. Fait que là, je vais avoir moins de sensations. Ça, c'est une affaire qui se peut, mais c'est pas ce que je vois de plus fréquent. Souvent, le trauma de la naissance va générer un spasme musculaire de protection. Hypertonie. Vaginisme, genre. L'autre affaire, c'est qu'il peut y avoir une béance vaginale après bébé. Fait que dépendamment de où on est dans le stade du postnatal, c'est normal au début que c'est comme si mes petites puis mes grandes lèvres ils étaient plus refermées. Puis ça, on peut valider, on va le voir, là. Debout ou accroupi, je vais prendre le miroir, je vais regarder, puis je vais voir comme si je voyais un peu l'intérieur, comme si c'était décollé. OK. Fait que ça, c'est la béance. Fait que ça peut diminuer les sensations parce que j'ai comme... C'est ça. J'ai comme une ouverture au niveau vaginal qui n'était pas là avant. Fait que ça, c'est toutes des choses. Puis ça serait quoi tes conseils pour améliorer ça? De faire du renforcement et ou des étirements internes. Fait que, tu sais, ça, pour le savoir, il faut vraiment avoir un programme d'exercice custom à notre condition, là. Est-ce que c'est là que des boules Kegel peuvent question. aider? Ou, en fait, on en entend souvent parler. On en a déjà présenté avec la boutique Séduction qui était plus au niveau du plaisir, là, tu sais, que ça stimule. Mais c'est quand même fait... Il me semble une physio, ça recommande ça, des boules Kegel. Oui, mais non. Oui, mais non. Les boules de Kegel, c'est le dernier stade de renforcement, le niveau expert. OK. Souvent, on commence pas au niveau expert. Comme moi, si je commence à m'entraîner au gym, j'irai pas prendre 2
free weight de comme 30 livres dans chaque bras si j'ai jamais fait d'exercice de biceps de toute ma vie. Mais c'est pareil avec les boules de Kegel ou les poids vaginaux qu'on appelle. Fait qu'il faut être capable de faire les exercices de base là, avant de progresser à mes boules. Puis ça veut dire d'être capable de faire un Kegel, ce qui est une contraction puis un relâchement de mon plancher pelvien, d'être capable de le tenir pour au moins un 10 secondes, au moins pour 10 répétitions, au moins pour 3 séries, debout, en faisant un squat. Puis là, si après ça, c'est comme piece of cake, là, je peux mettre la boule. OK. Puis, autre nuance... Ben, c'est vrai. Autre nuance intéressante, c'est que ça peut empirer les douleurs sexuelles. Fait que moi, je recommande pas ça pour une fille qui a du tonus. Parce que là, si elle est en hypertonie, elle va aller comme se serrer toute croche. Elle sera pas capable de se relâcher pour faire un bel exercice de je serre, je relâche mon plancher pelvien, puis elle va aller mettre une boule, puis ça va comme juste empirer les tensions. Fait que vraiment, à faire attention, là. Est-ce que c'est vrai qu'il faudrait faire ça avant de tomber enceinte ou comme pour préparer à l'accouchement? Le renforcement? Ben avec les boules Kegel. Pas avec... avec ce que je viens de nommer, là. Oui, mettons que t'es rendu au niveau expert, oui. là, ouais. Ou juste faire des Kegel en général, mettons. Oui, 100%. Parce que la naissance, c'est un trauma pour notre plancher pelvien. Donc, il va avoir comme réflexe de devenir tendu après comme un plâtre naturel, mais aussi de s'inhiber. Fait que nos muscles profonds, quand ils sont blessés, ils s'inhibent. Fait que c'est comme s'ils shut down. Puis là, ils sont comme à off. Mais là, si j'étais comme pas capable de faire un Kegel avant ou je manquais de force avant, là, je vais essayer d'aller faire du renforcement après parce que j'ai des fuites urinaires, mettons, là, situation hypothétique. Mais sur un muscle qui marche pas à moitié, là. Fait que c'est encore plus dur. Fait que c'est vraiment mieux de partir comme à 100% de notre capacité avant. Si on reste un peu dans la même thématique de l'accouchement, tu sais, ça ressemble à quoi les étapes de guérison après ce trauma-là ou comme comment l'optimiser? En postnatal immédiat, c'est vraiment important de prendre une période de repos de 2 à 3 semaines. Moi, j'ai toujours l'air de la personne la plus sévère quand je donne mes questions, mes conseils en postnatal. Parce que le conseil que je donne, c'est de prendre un 2 à 3 semaines où on ne va pas être debout pour des périodes prolongées de plus de 15 minutes. Puis là, tout le monde est toujours comme « Personne me dit ça, c'est sévère. » Oui, mais c'est parce que le trauma du passage de bébé, c'est comme une blessure ou une blessure sportive aiguë. Comme si j'avais une entorse, genre grade 2 ou 3 au niveau de ma cheville. Elle serait bleue, elle serait grosse, elle serait enflée, ça ferait mal, je ne marcherais pas dessus. Périnée, même affaire. C'est juste qu'à l'intérieur, j'ai pas de récepteur à douleur. Pareil comme dans mes structures, plus sur mes membres ou sur mes ligaments sur ma cheville. Fait que je vais moins ressentir les dommages internes. Fait que là, si on respecte pas la période de guérison, il y a toujours une chance que je développe une descente d'organes. Un prolapsus qu'on appelle. Ça, c'est pas intéressant, là. C'est genre, ma vessie va sortir par mon vagin. Nice! Ouais. Je vous apprends quelque chose. Ça se peut. OK. Fait que période de repos super importante pour éviter d'avoir des symptômes de descente d'organes. Mettre de la glace 4 à 5 fois par jour pour une dizaine de minutes. Ça aussi, c'est un conseil que parfois les femmes n'ont pas trop reçu en postnatal, à l'hôpital ou peu importe. Puis de masser notre déchirure pour éviter d'avoir des douleurs. Quand ça va cicatriser, on va aller masser cette zone-là. Pour que ça redevienne bien souple. Puis de reprendre toujours l'activité physique de façon graduelle après ce temps-là. Et respecter nos symptômes pelviens. Là. Fait que jamais de fuite urinaire, jamais de lourdeur, jamais de douleur avec aucune de nos activités. Est-ce que les douleurs sexuelles peuvent résulter en une baisse de libido? Oui, 100%. Notre désir sexuel, il y a une pédale de break puis une pédale d'accélérateur, peut-être que vous savez. Nos sexologues nous avaient appris ça. C'est intéressant. Les freins. Je l'explique toujours à mes clientes parce que souvent, on va essayer de peser sur l'accélérateur, mais on ne s'occupera pas de notre pédale de break. Et la douleur, ça pèse sur le break. Fait que c'est 100% sûr que ça peut diminuer ma réponse sexuelle, ma libido, surtout si j'ai de l'appréhension, parce que les douleurs chroniques, ça va vraiment mettre du stress sur ma sexualité. Fait qu'au lieu de vivre ça dans le plaisir, je vais comme vivre ça dans le stress puis l'appréhension. Mais c'est sûr, j'ai plus de libido, là. Ça fait du sens. Ou d'autres émotions négatives, je me sens coupable, je me sens inadéquate, je suis pas bien dans mon corps. Toutes ces choses-là vont peser sur la pédale de break.
Ben, justement, est-ce que tu permets de faire un petit parallèle à ça? Vas-y. On a reçu « Je vis beaucoup de culpabilité concernant mes douleurs sexuelles. Elles empêchent une vie sexuelle active avec mon chum. Comment je peux lui en parler pour qu'il comprenne? » Ben, je pense qu'il faut faire un travail sur redéfinir notre vision puis notre définition de la sexualité qui est vraiment centrée sur la pénétration. Fait que c'est pas parce que je peux pas avoir une pénétration sans douleur. Souvent, ça va être impossible. Les clientes qui vont me consulter, ils en font plus de la pénétration depuis longtemps. Faut arriver à trouver une façon d'avoir des rapports sexuels d'une autre façon qu'avec la pénétration, puis de normaliser ça dans le couple. Genre, une relation sexuelle sans pénétration, c'est une relation sexuelle quand même. Il y a plein de choses là, qu'on peut faire autres, puis de se ramener sur comme le plaisir. Fait que souvent, on n'a comme plus de plaisir du tout. Fait que qu'est-ce que je pourrais faire pour amener du plaisir dans ma sexualité? Comment je pourrais aller stimuler mon clitoris en externe avec des jouets sexuels ou manuellement ou avec des jouets sexuels pour l'homme aussi qui voudrait peut-être une pénétration. Ben ça existe, là, des jouets masturbateurs. Fait que je dirais ça. C'est un bon conseil. J'aime ça. Puis d'en discuter ouvertement. Fait que c'est sûr que c'est rare, mais ça arrive que des femmes vont me dire, ben j'ai comme pas eu de discussion à ce niveau-là avec mon partenaire. Ben là, tout devient comme tabou. Il y a beaucoup trop de choses qui sont comme pas nommées. Fait que c'est vraiment important de comme en parler. Quand ça m'arrive, mettons, puis que là, je couche avec Alec, puis là, je sens que j'ai mal ou quoi que ce soit, là, je le vois dès que je lui dis comme hey, ça fait mal. C'est comme si il est comme là, il est stressé là. Il est comme OK, t'as mal, puis là il se sent pas bien, il veut pas me faire plus mal, puis OK, on essaie des trucs puis ça marche pas, puis là, on dirait que ça vient de tout ruiner le moment là, on dirait que les deux on est juste ses nerfs, puis là je me dis je devrais-tu juste comme pas le dire. Pas le dire, mais juste continuer. C'est intéressant que tu dises ça parce que ben, comme femme, on va avoir tendance à vouloir aller comme padder les émotions des autres. Comme on se met responsable des émotions de nos partenaires, de notre entourage. C'est normal de nommer nos besoins puis de nommer qu'on a mal. Et l'émotion de notre partenaire peut être négative, mais ça nous appartient pas. Fait que ça se peut qu'il réagisse mal au début ou que ça le stresse. Puis il a le droit, c'est 100% normal. Mais faut pas comme prendre ça comme notre responsabilité à nous de faire sentir l'autre bien. Est-ce que c'est normal que mon vagin soit toujours tendu / serré, même si j'utilise des dilatateurs? Ce que je dirais à ça serait d'essayer des techniques de relâchement plus profond. OK. Parce que le dilatateur va aller relâcher plus le muscle plus superficiel, si on veut, puis il y a peut-être des tensions profondes. Aussi, comment elle utilise son dilatateur. Là. Il y a une façon d'étirer, peut-être qu'elle n'est pas à la bonne intensité. Fait que de revoir peut-être aussi ça. Ça serait quoi qui serait une méthode plus profonde? Avec la baguette courbée. Parce que mon dilatateur va aller étirer de façon globale l'entrée, couche intermédiaire. Mais si je veux aller profondément dans les tensions, ça prend un outil plus courbé, plus long. Fait que moi, je dirais ça. Mais il faut aussi avoir une bonne intensité avec le dilatateur. Là. Fait que je suis à peu près à 3 sur 10 d'inconfort. Fait que c'est pas comme je l'insère, je le laisse là, puis comme je respire. Si tu es à 3 sur 10 avec ça, fine. Je veux pas que tu pèses puis que tu te fasses mal assis. Mais si c'est comme confort total, ça prend un peu d'inconfort. T'sais, un étirement vaginal, c'est comme étirer genre mes ischio-jambiers. Ça tire, mais ça fait pas mal. Mais mon vagin, je veux qu'il tire, mais qu'il fasse pas mal. C'est une bonne comparaison. J'en suis à mes premières relations sexuelles, mais c'est très douloureux chaque fois. Est-ce que je vais finir par m'habituer? Moi, je peux facilement rapporter ça à mon vécu à moi. Moi, j'ai eu mal dès le début, puis je me suis jamais habituée. Je veux pas dire que c'est tout le monde. Maintenant, ça va. J'ai fait mes exercices et tout. Mais à ce moment-là, ça a duré pendant des années. Là. Fait que, avec l'expertise que j'ai là, puis la connaissance de comment ça s'installe des douleurs chroniques, c'est pas une bonne idée d'endurer des douleurs qui sont à comme 4, 5, 6, des fois même plus sur 10. Ça va juste rendre mon système nerveux plus sensible à la douleur, puis il va avoir plus un mécanisme de protection, je vais avoir plus de tension pelvienne. Fait que ça, c'est un peu un mythe, genre, la première fois, ça fait mal, ou les premières fois encore pire, puis ça va se laquer, ou je sais pas, genre, ça va être finalement, tu sais, tu vas t'y faire. Je dirais pas tant. C'est vrai, hein? Comme ça va de soi, là, que ta première relation,
ça te fait mal, là, tu sais, ça déchire, là, tu sais, c'est comme... Ouais. L'hymen aussi, c'est un peu un mythe, là, c'est comme... Ça déchire pas nécessairement, il y en a qui ont un hymen plus épais, d'autres que non. Ça se peut qu'il y ait des segments aux premières relations, c'est plus comme des petites micros, peut-être fissures à l'entrée. Mais, tu sais, mon conseil avec ça, c'est vraiment pas de persister dans quelque chose qui est douloureux au-delà d'une intensité légère, là. Ouais. C'est bon. Il y avait eu une question sur le point du mari ou le point du bonheur lors de l'accouchement. Au début, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis, je suis allée chercher un peu sur des articles, puis j'étais comme un peu traumatisée. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi? Ouais, c'est... Ben, en principe, c'est un mythe parce que ça serait vraiment pas éthique que ça soit pour vrai de vrai. Mais c'est quand la femme déchire au moment du passage de bébé à la naissance, ben là, on recoue la déchirure. Puis le mythe voudrait que le point du mari, ça serait qu'on recoue plus serré pour augmenter le plaisir des hommes par la suite parce que le vagin des femmes serait donc bien slack. Mais on a déjà dit que c'était pas lousse, puis que ça aussi, c'était un mythe. Ah ouais. À cause... Comme toi, tu penses... Est-ce que tu penses que c'est un mythe for sure ou comme... ou que c'est juste moins pratiqué? J'avais entendu dire que c'était plus comme dans les années 80, mais que comme... Je sais pas si c'était vrai dans les années 80. J'avoue que j'ai comme pas l'information sur ça. Par contre, les violences obstétricales, c'est un phénomène qui est réel. C'est-à-dire avoir des expériences négatives lors de l'accouchement avec le personnel médical, se faire invalider, se faire un peu, tu sais, barouetter, avoir des procédures sans qu'on nous demande notre consentement, un toucher vaginal sans consentement, ça, c'est fréquent, là, genre, je vais aller checker tes rendus dilatés à combien, mais il n'y a jamais personne qui t'a averti qu'il allait mettre un doigt dans ton vagin. Ça, c'est pas consenti. Ça fait partie de ce spectre-là. Fait que je pense que ça se peut d'avoir eu l'impression pas avoir eu l'impression, mais d'avoir vécu une expérience qui est négative de cet ordre-là, d'avoir déchiré, puis d'avoir des douleurs après aux relations sexuelles, puis de faire le parallèle avec ça, puis d'avoir l'impression que c'est ça qui est arrivé. Mais la déchirure peut causer le vaginisme, peut faire qu'on a un espace musculaire de protection, puis avoir l'impression qu'on manque de place. Donc... Tu sais, j'en ai suivi beaucoup, là, des femmes en postnatal. J'ai pas vu ça, là, un vagin qui avait l'air d'être recousu, plus serré que c'était supposé. Je dis pas que ça se peut pas. Tu sais, je laisse un peu... Ma réponse est nuancée, là, à ce niveau-là. Mais je trouve ça intéressant, les violences obstétricales. Obstétriques, c'est vraiment intéressant. C'est peut-être un peu plus sur le volet personnel, mais comment se réapproprier notre sexualité après des douleurs sexuelles? Oui, ben je pense que j'en ai quand même un peu parlé, mais de changer notre définition de la sexualité pour aller vraiment élargir un peu nos pratiques aussi, en ajoutant différentes choses qu'on faisait peut-être pas avant. Tu sais, des massages, de la stimulation en externe, de la stimulation plus indirecte aussi. Puis d'apprendre à nommer, d'apprendre à découvrir aussi sa sexualité en solo. Ça arrive souvent que des femmes qui ont des douleurs sexuelles me disent qu'elles se masturbent pas. Ça va être difficile après d'aller nommer à un partenaire ses préférences au niveau de sa stimulation. Tu sais, t'aimes-tu mieux plus indirect? T'aimes-tu mieux plus interne? Tu sais, c'est dur à dire si on l'a pas essayé par soi-même. Puis de se recentrer vraiment sur la notion de plaisir. Comme c'est supposé être plaisant, la sexualité, puis de se centrer sur nos sensations corporelles plaisantes. Peu importe c'est rapporté à quoi, là. Ouais. C'est bon, ça. Puis, oui, j'arrive. Ah oui, vas-y. Puis de sortir de la culture de performance. Fait que d'arrêter de se comparer à un idéal X. Je sais que c'est pas facile parce que la performance, ça fait partie de nos vies. Puis de se réapproprier sa sexualité après avoir eu des douleurs, c'est vraiment de faire un travail sur soi. Fait que souvent, on dirait qu'on sépare un peu notre sphère sexuelle ou notre sphère intime de notre vie quotidienne. Mais qui on est dans notre... Je dis tout le temps ça à mes clientes. Qui je suis dans le quotidien, ça va être qui je suis dans ma sphère intime. Fait que si je suis comme vraiment stressée, je gère pas mon anxiété, je nomme jamais mes besoins, puis ma charge mentale est grosse de même, ça va être ça, là. C'est bon, ça. Fait que, tu sais, ça peut être des aspects à explorer aussi.
tu sais, j'arrive-tu à me laisser aller dans le quotidien? Est-ce que je nomme mes besoins à mon partenaire? Est-ce que j'arrive des fois à être dans le plaisir dans le quotidien? Pas nécessairement dans le plaisir sexuel, là, juste dans le plaisir. Ouais. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de femmes que non. Ils sont dans leur tête tout le temps. Ils sont pas comme dans leur corps. Oh, wow. C'est super intéressant. Finalement, si une auditrice souhaite entreprendre une démarche, par où elle devrait commencer? Oui. J'ai nommé précédemment là, que l'examen médical, ça peut être une bonne idée, mais ce n'est pas nécessaire. Mais c'est jamais une mauvaise idée d'aller valider s'il n'y aurait pas une condition médicale sous-jacente. Donc ça peut être une première étape. Si on n'est pas à l'aise de le faire ou qu'on n'a pas de médecin, c'est pas une obligation non plus. Après ça, c'est sûr que moi, je recommande un accompagnement, soit en physiothérapie, soit en sexologie. En physiothérapie, on va regarder plus les stratégies concrètes au niveau de notre corps. Puis moi, dans mon approche, je regarde aussi les stratégies concrètes qu'on peut utiliser au niveau de la communication, au niveau de gérer notre anxiété, la pleine conscience, la méditation, toutes ces choses-là. Mais si on a plus des blocages psychologiques du type « j'ai un historique d'abus sexuels, j'ai des gros issues de communication dans mon couple », ça va plus être la sexologue qui pourrait aider à débloquer tout ça. Puis même, on peut faire un combiné des deux. Il y a toujours moyen de commencer par soi-même en s'achetant un kit de dilatateur si c'est ce qu'on désire. Mais moi, je l'ai essayé quand j'avais des douleurs. Puis c'est juste plus doux, puis tellement plus facile aussi d'être accompagné step by step pour notre progression. Fait que, moi, c'est vraiment ce que je recommande. Puis après, de aussi trouver quel genre d'approche on aimerait, parce que là, maintenant, tout se fait en virtuel aussi, comme j'ai nommé au début. Fait que est-ce que j'aimerais mieux aller dans une clinique en présentiel, parce que ça m'apaise d'être comme avec la personne dans la salle, ou pas pantoute, ça me stresse au max, puis comme je pense que je vais tomber dans les pommes d'avoir un examen vaginal, peut-être pas une bonne idée d'aller en présentiel. Il y a le virtuel qui existe aussi. Puis de trouver une thérapeute qui va nous faire sentir bien et en sécurité. Parfois, quand on va comme booker un rendez-vous en physio, on n'a aucune idée, on va être avec qui, on appelle dans une clinique, il y a 15 thérapeutes. Puis des fois, le match n'est pas toujours parfait. Ça m'est arrivé là, de me faire dire par des clientes « Ah, je le filais pas » ou « J'ai vraiment pas aimé l'examen vaginal. » Puis là, j'étais tellement contente d'avoir une option en virtuel. Fait que de s'assurer que le traitement puis l'approche qu'on va choisir, ça va être quelque chose qui nous fait du bien. Puis pas qui nous active pas dans le bon sens, là, dans notre système nerveux de stress. Là. Ouais. Ah, c'est des bons conseils. Puis, s'il y en a qui veulent te découvrir davantage ou te suivre, tu as une belle page Instagram super active, là, en passant. Je te suis, j'adore. Où est-ce qu'on peut te contacter ou te suivre? Oui, mon Instagram, c'est Corinne la physio, où je mets la plupart de mon contenu, puis il y a mes liens pour toutes mes offres. Puis il y a aussi mon site web qui est www.pelviphysio.com, PELVIEPHYSIO.com. Super. Ben, un gros merci. Merci à vous de m'avoir invité. C'était tellement pertinent. J'espère que vous avez aimé en entendre plus sur le sujet. Ben oui, puis je suis convaincue que tu as aidé beaucoup de femmes aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de nous dire en commentaire. Là, peut-être que si jamais vous avez d'autres questions, on peut les envoyer à Corinne ou ils peuvent te l'envoyer personnellement. Ouais, je réponds toujours à mes DM. Yes, exactement. Donc, salut tout le monde. À la prochaine. Bye. Merci, Corinne.